Je vous présente aujourd'hui notre 528e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, lundi soir dernier, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français afin, espère-t-il, de trouver une issue à la crise des Gilets jaunes. Quelle impression vous a-t-il faite, avant tout sur la forme? D'abord, je pense qu'il aurait dû parler avant. Il a laissé se développer une agitation dont tout le monde aurait pu se passer. Et il a voulu solenniser son intervention. Et je pense qu'il n'y a pas réussi parce que il manque de dynamisme et d'énergie. Il a peut-être de l'énergie intérieure, mais il n'arrive pas à l'exprimer et à la communiquer. En ce sens, il n'est pas un grand communicant. Et surtout, il n'est pas un entraîneur d'hommes, ni a fortiori de foule. Alors, je pense qu'il a fait un exercice assez neutre et qui ne lui a pas profité, ni n'a pas nui à ses adversaires. Mais d'une manière générale, le niveau de détestation qui sort finalement de toutes les conversations des Gilets jaunes sur les ronds-points et aussi les enquêtes d'opinion, ça peut marquer un homme de se sentir aussi détesté unanimement, hué dès qu'il est sorti dans la rue une ou deux fois à la suite des événements, notamment en province. Bon, quand on est à ce niveau de détestation et d'impopularité, il est normal d'être un petit peu marqué et peut-être de manquer de tonicité, de dynamisme. C'est vrai, mais pour être parfaitement honnête, je dois reconnaître que je ne comprends pas très bien ce niveau de détestation. Parce qu'en d'autres temps, nous avons connu des chefs d'État qui faisaient tirer l'armée sur la foule innocente, oui, qui procédaient à des opérations politiques absolument contraires à l'honneur et à l'intérêt de la France, et qui n'avaient pas ce degré de détestation. Ce qui est curieux, ce sont peut-être les petites phrases collationnées évidemment soigneusement par ses adversaires, qui lui ont donné cette espèce jupitérien, alors qu'il ressemble à Jupiter, comme moi, une bonne sœur. Mais il semble que la réputation de Jupiter, que les gens ne connaissent pas d'ailleurs, lui colle aux mains et qu'il n'arrive pas à se départir. Je pense qu'il s'est usé assez rapidement, ce jeune énarque. Vous parlez des adversaires, mais également les amis de la campagne présidentielle, puisqu'on a vu des chaînes d'information qui avaient soutenu sa candidature se retourner et retourner leur veste d'une manière assez rapide. Je pense notamment à la première d'entre elles, à celle qui est la plus écoutée, on va citer BFM par exemple, oui, qui était très engagée dans la campagne Macron et qui aujourd'hui, disent-ils, ou laisse passer sur les plateaux des propos qui, pour le moins, ne sont pas favorables. C'est vrai. Il a déçu. On espérait de lui un certain nombre d'actions spectaculaires qu'il n'a pas réalisées, et ce qu'il a proposé, somme toute, qualifié souvent, à juste titre d'ailleurs, de mesurette. Ça n'est pas facile. Il a un problème à résoudre qui n'est pas simple, qui est la quadrature du cercle. Alors sur le fond, sinon, les mesures annoncées sont-elles, selon vous, à la hauteur des attentes et surtout de la colère populaire? Alors, des attentes, elles ne peuvent pas l'être, puisque celles-ci sont légion, si j'ose dire, pour parler oui, comme l'Évangile. Oui. Elles sont différentes, souvent contradictoires. Mais il aurait pu sélectionner peut-être quelques mesures plus spectaculaires et les imposer. Ça n'a pas été le cas. Il a, c'est vrai, procédé par petites touches. Et ainsi n'a satisfait personne et a frustré un certain nombre d'autres. Vous avez remarqué tout de même qu'il a parlé de la question de l'immigration. Alors, c'est un mot qui a été prononcé. Il y a des syndicats d'ailleurs qui pensent que le mélange de la question migratoire avec les sujets sociaux n'est peut-être pas indispensable, hein, parce qu'on sent qu'il y a une résistance de ce côté-là. Alors, il y a deux choses. D'une part, est-ce qu'on prend au sérieux son désir dans le débat qui va s'ouvrir de traiter le fond du problème des migrations, d'une part, et puis d'autre part, sur la question des mesures annoncées, il semble qu'il y ait déjà une forte résistance de la nouvelle Bastille, qui est Bercy, qui explique que techniquement c'est impossible, qu'on n'y arrivera pas, que le délai imparti est trop court. Alors, deux choses, migration, est-ce que c'est sérieux? Et deuxièmement, Bercy, est-ce qu'il peut briser les résistances de cette administration forteresse? C'est vrai qu'il a esquissé une approche du problème de l'immigration qui, selon moi,
est le plus important des problèmes qui se posent à la France depuis longtemps, parce qu'il est à la base de tous les grands problèmes d'insécurité, de chômage, de déficits budgétaires et sociaux, de problèmes de l'identité nationale. Et c'est un problème qui devrait être abordé largement et honnêtement. Malheureusement, il est toujours esquivé. Là, il a été bien sûr cité. C'est difficile de faire autrement, car maintenant la population française se rend compte physiquement d'une présence de plus en plus lourde, d'une immigration de plus en plus différentielle. Et sur la question de Bercy, vous croyez que cet énarque qui a été ministre des Finances et qui les a fréquentés va trouver une autorité sur ces fonctionnaires rebelles quand on leur parle de changement? Je crois que les fonctionnaires ont des comptes à régler avec le ministre, car le ministre croit toujours qu'il peut influencer la ligne politique de Bercy. Et les gens de Bercy sont, eux, convaincus qu'ils tiennent la vérité indiscutable. Par conséquent, le conflit est probablement né au moment où il était ministre, justement, et Bercy n'est pas prête à lui faire comment dirais-je, pas d'indulgence à son égard. On va donc là, probablement, à un moment donné, à un conflit ouvert. Alors, la ville de Strasbourg a été de nouveau frappée par un attentat lié, semble-t-il, au terrorisme islamique. La question du traitement des fichiers S se trouve de nouveau posée. Quelle est votre analyse, Président? Le fait qu'on soit fichier S, évidemment, ne nous met pas à l'abri. J'ai entendu un certain nombre de raisonnements tendant à établir que les fichiers S, si on pouvait les surveiller, ben, il faudrait 10 personnes pour les surveiller encore. Après tout, une seconde avant sa mort, il était encore vivant. Il était encore en vie. Bon, alors, c'est pareil, c'est monsieur de la Palisse. Et par conséquent, le problème tel qu'il est posé aujourd'hui en face des Français n'est pas prêt d'être résolu. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, j'en viens au président de la République, mais c'est lié à cette question des fichiers S et à tous les débats que, semble-t-il, le président de la République veut ouvrir et son gouvernement, le faire dans les mairies. Or, vous savez qu'il est question maintenant, c'est même une décision qui a été prise, que les fichiers S soient signalés aux maires dans les communes. C'était une revendication ancienne pour savoir qui est qui. Mais en même temps, ce fichier est un fichier administratif qui n'implique pas automatiquement la perspective d'une condamnation ou d'un acte. C'est compliqué. Bien sûr. Évidemment, ce sont des gens qui sont potentiellement des terroristes. Mais chacun de nous est potentiellement un assassin s'il se trouvait dans des circonstances exceptionnelles et que sa conscience le trahisse. Bon. Ce qui m'a frappé, c'est toujours ces tentatives de manipulation de l'opinion. Par exemple, il n'a pas été indiqué le nom du terroriste, parce qu'il désignait bien sûr un ressortissant arabe. Et le gouvernement, enfin les gens qui dirigent le pouvoir, se croient autorisés à nous dire ce qui lui paraît convenable. Alors que nous avons droit, dans une démocratie, à la vérité, si dure soit-elle. Évidemment, bien sûr, ça n'est pas le charcutier du coin, ni un ouvrier plombier qui a tiré dans la foule. C'est quelqu'un qui l'a fait de façon délibérée, et en criant Allahu Akbar, évidemment, il n'y avait pas de doute sur son intention terroriste, de notre côté. Et qu'il a réussi à échapper, ce qui est tout de même un outrage à des forces de l'ordre dont on sait qu'elles sont mobilisées dans des conditions et des dimensions exceptionnelles. Bon, il faut bien savoir que nous ne sommes pas à l'abri d'événements de ce genre, mais je dois dire que j'ai été un peu choqué par le fait que l'Assemblée nationale ait observé 1 minute de silence. Bon, j'ai la plus grande estime, le plus grand respect pour les victimes, mais alors, en Algérie, l'Assemblée nationale, à partir du moment de l'Algérie, l'Assemblée nationale serait restée debout 24 heures sur 24.
Peut-être un mot quand même des rumeurs, puisque certains, sur les réseaux sociaux en particulier, se sont posé la question de savoir si l'opportunité de cet attentat, qui nuit objectivement aux manifestations des Gilets jaunes, pouvait trouver sa source dans quelque chose d'intentionnel, voire de gouvernemental, ce qui serait encore plus grave. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Rien n'est impossible. Et le puits de la bassesse humaine est insondable. Mais quand même, je ne crois pas. J'ose espérer que les gouvernants français ne s'abaisseraient pas à des crimes de ce style. Alors les appels se multiplient afin de dissuader les Gilets jaunes de manifester de nouveau samedi prochain à Paris. Le plan Vigipirate est relevé à son plus haut niveau. Qu'en pensez-vous? On n'en est pas encore à l'état d'urgence, mais quasiment. Qu'en pensez-vous, Président? Écoutez, je pense que le mouvement, tout naturellement, aura tendance à s'affaiblir dans la durée, parce que les gens sont généralement des travailleurs qui font une impasse sur leur travail pour pouvoir occuper les barrages qu'ils tiennent, et ça finit par être fatigant à tout point de vue. Et ça fatigue aussi, il faut bien le dire, les circuits routiers, les circuits commerciaux qui, en cette période de Noël, sont particulièrement enclins à vouloir travailler. Bon, alors, je ne suis pas sûr que ça se traduise par un départ, plutôt un arrêt de la manifestation, mais sans doute ceux qui étaient convenus d'aller à Paris n'iront sans doute pas très nombreux. Et il n'y aura pas, je pense, mais on ne sait jamais, de problème de sécurité ni d'ordre public dans la capitale, ce qui est déjà, en quelque sorte, à la fois une preuve de l'essoufflement du mouvement, puis aussi, il faut bien le dire, correspondra tôt ou tard aux souhaits de la plupart des gens qui, bon, tout en approuvant massivement les raisons qu'ont les Gilets jaunes de manifester, trouveront que, bon, il faut tout de même que les choses gardent une certaine mesure. Ça peut être une retraite stratégique en attendant le printemps pour en remettre une couche, y compris électorale, à l'occasion des élections européennes, par exemple. Ce n'est pas impossible. Ce qui était redoutable et qui ne s'est pas produit, c'était dans cette semaine la conjonction des lycéens, des étudiants, des routiers, des routiers, des agriculteurs, oui. etc. Alors là, on pouvait avoir le risque d'un soulèvement, on peut dire, contre le gouvernement. Il l'a esquivé, et somme toute, il s'en est assez bien tiré, somme toute, jusqu'à maintenant. Alors la France a signé le désormais bien connu acte de Marrakech sur les migrations. En attendant un vote solennel de l'Assemblée générale de l'ONU, est-ce selon vous un pas de plus dans la pire des directions? C'est sûr. Comme je l'ai dit, le problème de l'immigration est le problème le principal qui se pose à la France et à l'Europe, et que celui-ci va prendre des dimensions de plus en plus importantes, puisque le différentiel démographique entre le reste du monde et le continent boréal qui va de Vladivostok à Gibraltar, le nôtre, eh bien, ne va pas cesser de s'aggraver, de s'alourdir. Par conséquent, toute démarche, et même diplomatique, qui consiste à encourager ou à permettre ce genre de déferlement, qui peut se traduire par un grand remplacement, il faut le dire, eh bien, doit être banni, bien sûr. Et il est évident que ça entre dans la perspective de l'action mondialiste qui désire la fin des nations, la fin des frontières, la fin des contrôles, de façon à ce que les gens qui dirigent secrètement la marche du monde puissent le faire en toute liberté. J'aurais peut-être noté d'ailleurs l'apparition d'une nouvelle expression calquée sur la transition écologique. On parle maintenant de transition démographique. C'est le grand remplacement. Oui, c'est le grand remplacement, absolument. Mais ce n'est pas une menace en l'air. C'est quelque chose qui est en cours et qui doit être jugulé au plus tôt. Et pour ma part, je pense que toutes les législations qui sont actuellement favorables aux immigrés
et en particulier à ceux qui sont clandestins, eh bien, doit être supprimé. Et qu'il faut que l'on sache à l'extérieur de la France que si certains veulent venir malgré notre intention, eh bien, ils seront tenus à l'écart de toutes les législations sociales. Oui. Alors le gouvernement anglais, quant à lui, semble dans l'impasse sur la mise en œuvre du Brexit depuis plusieurs mois déjà. On parle de plus en plus de recourir à un nouveau référendum. Est-ce une issue acceptable et envisageable? C'est la technique habituelle, ça. On fait des référendums autant qu'il en ait besoin. Oui. Voilà, jusqu'au moment où les tireurs de ficelles atteignent leur objectif. Je ne suis pas sûr que les Anglais aient le désir de rentrer de nouveau dans l'Union européenne. Et je les comprends très bien. Par conséquent, je crois que cette démarche est vouée à l'insuccès, mais qui peut le dire? Le Brexit, donc, c'est définitif pour vous. On n'y reviendra pas. Je le pense. Je pense c'est même le Frexit qui est d'actualité. Qui est préconisé. Alors, où en êtes-vous dans vos lectures, cher Président, cette semaine? Et quelles sont vos recommandations de lecture? Ah, mon Dieu, écoutez, j'ai eu de nombreuses lectures parce que je suis accablé de livres dans un pays où, comme je l'ai dit déjà, je pense, on ne lit pas beaucoup, mais on édite beaucoup. Alors, je pense que les gens mettent cela dans leur bibliothèque. Ouais. Mais un nouvel arrivage. En revanche, nous avons là des ouvrages originaux, n'est-ce pas? Et en cela, ils vont attirer l'attention. Il y en a un qui est consacré à Jean-Pierre Stirbois, dont c'est le 30e anniversaire de la disparition. Et je pense que tout le monde aura intérêt à connaître par les articles de ses amis. Je n'y figure pas, mais j'en suis pourtant. Et puisque je me suis même rendu avec Jeannie sur la tombe de Jean-Pierre, oui, et de son épouse Marie-France au cimetière cette année, là, récemment. Et je dois dire que beaucoup de gens, et moi-même, ont un grand regret de cette disparition, mais elle fait partie des avatars de la vie. Jean-Pierre a fait beaucoup pour le Front National, et ceci n'est pas oublié. Et grâce à Roland Elie et Synthèse Nationale, les éditions nationales, qui lui ont consacré un de leurs ouvrages. Ils sont nombreux, mais très intéressants toujours. Et puis alors, comme il faut bien rire, en tous les cas sourire un peu, il y a un grand album d'Ignace, La crise de Jupiter. Alors avec le talent que l'on connaît à notre dessinateur préféré, mais eh bien, je pense qu'il y a là un cadeau de Noël qui est particulièrement sympathique et original. On peut dire qu'Ignace est particulièrement inspiré par Monsieur le Président de la République. Hein, oui, parce que visiblement, Macron est son candidat, en tout cas pour ce qui concerne la caricature. Oui, il est élu. Oui. Alors merci infiniment, très cher Président. Merci à vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.